Bon, avant de commencer cet entretien, j'aimerais savoir comment se porte le vignoble bordelais avec ce millésime 2017 qui a souffert du gel. Bon, le vignoble bordelais se porte pas forcément très bien en général. Parce qu'on le sait tous, il y a eu un printemps un petit peu agressif avec des gelées très fortes. Comme toujours, comme disait mon grand-père, c'est jaloux, c'est-à-dire que ça n'est pas passé partout. Et moi, je rajouterais un mot qu'à l'époque, il n'ajoutait pas, le pauvre homme, mais je vais dire que la gelée n'est pas démocratique et la viticulture n'est pas démocratique. C'est-à-dire que, en fait, ce sont quand même parmi les grands terroirs qu'on s'en sort le mieux et dans les terroirs un petit peu plus compliqués qu'on s'en sort un petit peu moins bien. Alors Bordeaux va perdre, c'est sûr, une quantité de production importante. On parle de 40% perdu, donc 60% d'une récolte normale, ce qui fait qu'on espère, si tout va bien, avoir 3,5 millions d'hectos à la sortie. Alors par contre, la bonne nouvelle dans ce petit désastre, c'est que ce qui est sur pied et ce qui vient pour faire du vin vient dans des bonnes conditions. On a eu un petit peu chaud, entre guillemets, la semaine dernière, avec un peu de pluie, un peu de botrytis qui commençait à arriver. Mais finalement, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Je pense on vendange des jolis raisins. On en vendangera encore parce qu'il n'y a plus de pression botrytis, ça s'est bien calmé. Donc, pour ceux qui ont de la vendange, ça se passe assez bien. J'aimerais qu'on se concentre au début de cet entretien sur votre début de carrière. Vous commencez en 73. C'est une décennie qui n'est pas très glorieuse dans la viticulture française, avec des millésimes difficiles. Mais cette décennie, elle est capitale dans votre carrière, puisque en fait, toute votre culture, votre savoir, cette connaissance du vignoble, vous allez l'acquérir à cette période-là. Et donc, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous arrivez en 73 à Libourne en tant qu'œnologue. Alors donc, je pourrais plaisanter et vous dire que je ne m'en rappelle plus, mais bon, parce que ça fait 45 ans, puisque ces vendanges de 2017 seront mes 45e vendanges à Bordeaux en tant qu'œnologue, donc ça fait quand même du temps. Mais je me rappelle... Bizarrement, je me rappelle très bien parce que ça marque. Alors, d'abord, je suis issu d'une famille de propriétaires. Donc, j'ai grandi au milieu des vignes et je n'ai toujours entendu parler que de gelée, que de grêle, que de pluie, que de problèmes. Et de temps en temps, mais on était quand même heureux de vivre à la campagne et nous vivions gentiment bien avec mes parents, mes grands-parents, enfin toute la famille. Et puis, on m'avait dévolu à faire les vins et à m'occuper de la propriété, parce que j'avais un frère qui était mon aîné, je l'ai toujours d'ailleurs, qui est cultivé et qui a fini avocat. Mais moi, j'aurais pu m'arrêter au certificat d'études, puis j'ai continué, puis je suis allé même jusqu'à l'Institut d'œnologie, où j'ai fini œnologue. Voilà. Il se trouve qu'à l'Institut d'œnologie, j'ai rencontré une jeune femme qui faisait œnologie aussi, et que j'ai épousée, et nous avons commencé ensemble. Alors 73, c'est vrai qu'on est arrivé dans un laboratoire, parce qu'à l'époque, les œnologues, ça n'existait pas beaucoup. Les pharmaciens faisaient des analyses, et les œnologues, proprement dit, ça n'existait pas. Alors ce laboratoire, qui était le laboratoire Chevrier, donc on s'est associé avec monsieur et madame Chevrier et on a commencé à faire des analyses. Alors, soit 1973, c'était à Bordeaux, c'était un désastre parce qu'on goûtait les 1972 qui n'étaient pas, à vrai dire, très bons, mais qui avaient quand même un avantage pour le Bordelais, c'est qu'on les avait vendus très cher. Bon, ou enfin pour les propriétaires au moins. Et ensuite le 73 arrive. C'était peut-être pas plus mauvais, mais c'était pas forcément meilleur non plus. Bon, en plus de ça, il y a un petit scandale autour des vins de Bordeaux qui éclate à cette époque-là, et ce qui fait que il y avait une morosité ambiante que vous n'imaginez pas. Alors quand vous avez 25 ans, que vous êtes juste marié,
papa pendant les vendanges de 1973, puisque ma première fille est née au mois de novembre 1973. Vous finissez des périodes de vendange comme ça, vous savez plus tellement où vous en êtes. Et je me rappelle, j'avais dit à Dany, j'avais dit, écoute, on fait un an de plus. Si ça doit être pareil, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on reste pas là. Parce que c'était une ambiance, et en plus les vins étaient même pas bons. Et ça ne se vendait pas en plus. Enfin, alors, c'était pas bon, ça se vend pas. Alors il y avait tout, et puis il y avait vraiment de la morosité, quoi. C'est-à-dire que le plaisir de travailler n'existait pas. Bon, et puis 74 est arrivé, c'était pas très bon non plus, mais bon, ça allait un tout petit peu mieux, sauf qu'il y avait plus pendant les vendanges, c'était une horreur, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Mais enfin bon, le moral remontait un petit peu, puis on a fait 75. Alors 75, ça a tout d'un coup éclairé la viticulture bordelaise, les gens retrouvaient un petit peu le sourire. Et donc, on a commencé, parce que j'ai compris à cette époque-là, bon, j'avais déjà 3 ans d'expérience, j'ai compris que le laboratoire, c'était pas tout à fait mon affaire. Et je le trouvais petit, ça sentait mauvais, enfin bon, ça avait beaucoup de défauts pour moi, donc il me tardait d'aller prendre l'air, et j'ai commencé à aller dans des propriétés comme ça. Mais vous savez, quand vous commencez à faire du conseil chez des gens qui ne vous le demandent pas, ben ça a un défaut, c'est qu'ils vous payent pas en fait. Bon, mais c'était le seul problème. Donc on a commencé comme ça, un petit peu au flanc, si je puis dire, en disant, bon, bah, écoutez, peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça. Alors, bon, avec le temps, bien sûr, j'ai trouvé quelques amis compatissants et qui ont bien voulu discuter avec moi. Je ne leur demandais pas de suivre ce que je leur disais, mais juste de discuter. Et puis voilà, puis on a commencé avec un petit noyau de viticulteurs à faire des choses qui étaient un petit peu différentes de celles qui se faisaient avant. Voilà. Bon, alors, ça en a mis quelques-uns en colère, ce qui m'a valu quelques inimitiés d'ailleurs. Mais bon, ça c'est normal. On peut jamais. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se font pas critiquer. Donc, on a commencé à faire des choses, mais on était vraiment tellement au balbutiement parce qu'on n'avait pas d'installation. Les vignes la viticulture était un peu inexistante. Enfin, il y avait tout. Par contre, je peux être long quand même, parce que ça, c'est une vraie histoire. Ah, mais, bon, je peux parler. Bon, alors, méfiez-vous. Hein. On va coucher là. 45 ans, ça ne se raconte pas en 3 minutes quand même. Bon. Et donc, à cette époque-là, ma première question, c'était de dire pourquoi il y a des bons vins et pourquoi il y en a de très mauvais. Alors, si on reprenait l'histoire, donc nous étions au début des années 70, si on reprenait l'histoire, tous les grands millésimes, alors, à cette époque-là, les grands millésimes, c'était 61, bon, on peut dire 59, 55, 47, 49, 47, 45. Là, on avait un grand blanc et on passait à 28, 29. Donc, tous ces grands millésimes avaient 2 choses en commun. Premièrement, c'était des années chaudes et des années sèches. Et deuxièmement, à cause justement alors 61, c'était une gelée de printemps, mais qui était un peu moins violente que celle que nous avons eue cette année. Ensuite, pour d'autres raisons, c'était toujours des petites productions. Bon, alors, en voyant ça, j'ai dit, c'est très simple. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces années-là que je n'avais pas vécu? J'avais vécu 61, mais à l'époque, je n'étais pas trop préoccupé par la qualité des vins de Bordeaux, je dois dire. Mais j'avais d'autres préoccupations. J'avais 14 ans, alors bon. Et donc, pourquoi ça? Mais pourquoi? Parce qu'on ramasse des raisins mûrs, en fait. Bon, et vous savez que maintenant, tout ça a tellement changé, mais on y reviendra un peu plus tard. À l'époque, tout le monde vendangeait trop tôt. Le problème, dans les années mûres, comme les grandes années, on vendangeait ou tôt ou tard, mais une année précoce, c'était le 12 septembre, et une année tardive, c'était le 20 septembre. Bon, donc il y avait un gap de 8 jours. Aujourd'hui, vous pouvez vendanger du 1er septembre au 10 octobre. Bon, il y a une différence, on a compris un peu ce qui se passait, un peu mieux ce qui se passait, donc il y a une différence beaucoup plus importante.
Donc, je me suis dit, il faut essayer de ramasser des raisins mûrs. Et à partir de cette idée, eh bien, on est parti un peu en croisade, parce que c'était quand même un peu une croisade. Et puis, on a dit aux gens qu'il fallait ramasser des raisins mûrs et qu'il fallait attendre que cette maturité soit parfaite pour pouvoir vinifier. Bon, et puis, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Il y a des gens qui s'y sont jetés plus vite que d'autres. Il y en a qui se sont au contraire jetés contre et qui l'ont critiqué. C'est le lieu commun d'une société à peu près normale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les années 70, la période des années 70, les vins sont parmi les moins chers du siècle. C'est-à-dire qu'on vend un pomerol 10 francs la bouteille. Enfin, c'est quelque chose de... On ne gagne pas beaucoup d'argent, donc il faut faire du rendement pour pouvoir rentrer... pour que la viticulture fasse gagner de l'argent. C'est vrai, mais je sais pas. Finalement, je sais pas si c'était réfléchi. Je pense que on avait une fâcheuse habitude et qui est passée depuis, c'était de prendre ce que la nature donnait, parce que il y avait des années très généreuses, mais il y avait des années pauvres. Mais parce que dans les années 70, alors je parle 72, 73, 74, qui étaient des grosses récoltes, c'est des années de pluie, donc ça n'a pas donné des bons vins, mais il y avait du volume. Bon, 75, c'était pas une grosse année. 76, c'était une année un petit peu difficile parce que c'était une année très sèche. C'est là que M. Giscard d'Estaing avait inventé l'impôt sécheresse, d'ailleurs. Et donc, c'était une année très sèche, bon, qui n'était pas... Après, il n'y a plus de la pourriture, c'était pas très long. 77, tout petit. 78, tout petit et très tardif. 79, une grosse de nouveau. Mais les gens étaient fatalistes. Moi, d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre. Moi, ce qui m'avait marqué, alors moi, je suis tout sauf fataliste. Hein. Moi, j'ai toujours envie d'aller voir derrière, quoi, d'aller voir ce qui se passe derrière. Et même encore, c'est mon drame, ça d'ailleurs. À 70 ans, je suis toujours pareil. J'ai toujours envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Et donc, ces raisins comme ça qu'on prenait, il y en avait pas, mais on disait, ben, c'est la faute, t'as pas de chance. Il y en avait trop, on disait, bon, ben, il est là, et on ne gérait absolument pas la qualité. Ça a toujours été un peu mon problème. Puis, petit à petit, on a fait des progrès et on a compris comment ça marchait. Et là, on arrive au millésime 82, qui est un millésime clé quand même dans votre carrière. Alors, avec ça, on est 10 ans déjà après, vous voyez que ça passe vite quand même, on est 10 ans plus tard et on arrive sur le millésime 82. Alors c'est vrai que c'était... peut-être depuis 1970, c'était le meilleur millésime potentiellement que l'on avait dans la campagne et que l'on pouvait réaliser. Alors ce millésime 82, il y avait quand même, c'était une grosse récolte. Bon, parce que là aussi, on ne savait pas encore, on ne savait pas faire les vendanges vertes, on ne savait pas faire la viticulture qui permettait de réduire les rendements. Donc, c'était une grosse récolte. Mais comme toujours, quand la nature le veut bien, même une grosse récolte peut aboutir à un résultat assez exceptionnel. Et c'est ce qui s'est passé avec 82. Justement, on a ramassé des raisins mûrs. La saison s'y prêtait, donc personne n'avait trop le stress, n'avait trop de pression sur les épaules. Donc on a vendangé, puis on s'est arrêté, puis on a revendangé. Et puis en fait, on avait un avantage en 82 qu'on retrouvera après d'ailleurs sur des millésimes comme 89, 90, c'est que les chais ou les cuviers n'étaient pas équipés. Et donc, on était obligé de remplir 2 fois, voire 3 fois même les cuves pour rentrer tous les raisins. Et ce qui m'a permis cette année-là de dire non, mais attendez, on va pas écouler trop vite. Attendez, il fait beau, on risque rien. Et donc, on a vendangé sur une période. Je pense que ça a été peut-être un des millésimes que l'on a commencé à vendanger sur une période assez large. Voilà, ça a fait. Et la qualité exceptionnelle des raisins. Et je dis toujours, d'ailleurs, je crois que c'est parmi les plus beaux raisins dans mes 45 vendanges. Bon, on en a eu quelques-uns ces dernières années, mais c'est parmi les plus beaux raisins que j'ai vu rentrer dans les chais. Alors 82, c'est l'année d'une rencontre aussi pour vous qui va être décisive. Oui. Avec un dégustateur que peu de gens connaissent quand même. Connu.
C'est Robert Parker. Comment ça se passe? Oui, alors vous savez, ça c'est dans la vie. Il faut je dis tout ça à mes enfants. Il faut toujours beaucoup travailler. Bon, après, si on a un petit chouïa de talent, c'est comme au tennis, hein, on joue mieux. Et puis il faut un peu de chance aussi. Donc, la chance, mais la chance c'est la mienne, mais c'est aussi celle de Bordeaux, hein, parce que je pense qu'il a quand même fait du bien. Globalement, il a fait du bien à Bordeaux. Je sais que tout le monde ne l'a pas aimé, tout le monde ne l'a pas, parce que on n'aimait pas quand il donnait des notes qui étaient moyennes, ce qui est arrivé à beaucoup de vins dont je m'occupe d'ailleurs, mais c'est pas très grave. L'homme a fait quand même énormément pour Bordeaux. Alors je rencontre Bob Parker au mois de juillet 82, donc on n'a pas vendangé encore, et qui arrive un peu désemparé et qui me dit « Qu'est-ce que c'est compliqué pour goûter les vins à Bordeaux ?» Bon, ben, je lui dis « Oui, c'est compliqué. » Alors, mais il me dit « Je ne pourrais pas goûter avec vous. » Alors, je lui dis que, bon, pas au laboratoire, bien évidemment, je ne vais pas faire goûter les échantillons que les gens me portent, mais je lui dis « Si vous voulez, on peut aller chez moi, au château Le Bon Pasteur, et puis on peut déguster comme ça sur la barrique. » Alors, on dégustait à l'époque les 81. Et on a fait. Alors on est parti, bon, c'était au mois de juillet en 1982, vous savez, l'activité du laboratoire, j'avais une laborantine qui s'appelle Viviane Costas, que j'ai toujours d'ailleurs, et je lui dis, bon, Viviane, si quelqu'un vient, vous lui dites que je serai là demain matin, et donc je suis parti avec Parker, j'ai passé 4 heures avec lui à parler de vin, de vinification, de choses qu'on connaissait peut-être pas encore, d'ailleurs, ni lui ni moi, et puis à la fin de notre entretien, je lui ai dit, bon, ben écoutez, ce que je peux faire, l'année prochaine, si vous revenez, vous venez à l'époque au mois de mars ou au mois d'avril, enfin à l'époque des primeurs, et puis je vous organiserai des dégustations et je vous promets que je vous ferai à ce moment-là goûter beaucoup de vin. Bon, et puis voilà, rendez-vous était pris, il est revenu. Je lui ai effectivement organisé des dégustations et puis ça a donné ce que l'on sait, c'est-à-dire que, alors imaginez qu'il soit venu sur, je sais pas, 1979 par exemple ou 1980, l'impact n'aurait pas du tout été le même. Oui. Bon, il vient sur 82, donc 5 mois ou 6 mois après, ou 5 mois après la récolte, il goûte des 82 qu'il trouve délicieux. Je dirais quand même que quelques-uns à Bordeaux, dont je fais partie, l'ont aidé à le trouver délicieux, parce que 82 était controversé à l'époque. Il y avait le roi des États-Unis en matière de communication sur les vins s'appelait à cette époque-là Funningham, et il avait une petite feuille de chou qui s'appelait Underground Wine Letter. Il avait démonté il avait démonté le millésime. Oui. Bon, c'était lui qui était celui qui savait théoriquement sur les vins. Il avait démonté le millésime. Et Bob Parker, du haut de ses 34 ans à l'époque, lui a repris le flambeau en disant 82, c'est un millésime extraordinaire. Bon, on l'avait un peu poussé, mais il l'a dit quand même. Et en fait, il a eu raison. Et la preuve. Et puis ça a fait un peu, ça a quand même, je pense, contribué un peu à sa notoriété. Ah, largement. D'ailleurs, comment analysez-vous aujourd'hui l'influence qu'il a eue et sa montée en puissance médiatique? Mais l'influence, alors, comme je disais, d'abord, il a beaucoup bossé, hein, quand même. Si on regarde ce qu'il a fait, les livres qu'il a écrits, tout ce qu'il a fait sur le vin, sa manière de déguster, parce que c'est quand même un fabuleux dégustateur. Il se trompe, hein, comme tout le monde, mais c'est quand même un dégustateur remarquable. Il a une mémoire remarquable. Il a une capacité à goûter des vins. Il peut en goûter 150, 180. Il a toujours la même acuité, la même volonté. Donc, on peut dire que c'est quand même un dégustateur hors norme que nous avons eu pendant un moment dans la viticulture mondiale. Bon, à côté de ça, donc il a écrit des choses et il a pris toutes les commandes parce que
tout le monde lui faisait confiance. Vous savez, vous alliez, alors je le dis en rigolant, mais c'est un petit peu vrai, vous alliez en Angleterre, bon pourtant les Anglais qu'il a un peu supplanté, c'est pour ça qu'au début il ne l'aimait pas trop, mais vous alliez chez un marchand anglais, quand vous parliez d'un vin, que faisait le type? Il sortait de dessous son bureau, il sortait pas Decanter, hein, il sortait Wine Advocate. Vous allez au Japon, c'est pareil, vous allez partout dans le monde, les gens, la référence, c'était devenu Wine Advocate. Alors, les esprits chagrins diront, c'est trop, parce que c'était le hégémonique. Mais bon, en attendant, je pense il aimait bien Bordeaux, nous avions cette chance. En fait, il aimait bien 3 régions dans le monde, surtout il aimait Bordeaux, il aimait le Rhône, et il aime Napa-Vallée. Bon, mais je crois qu'il a fait du bien, il a fait beaucoup de bien aux 3 régions. Alors, il y a Alain-Dominique Perrin que vous conseillez en Château de Crezet a dit récemment... Depuis 30 ans. Voilà. A dit récemment, ce n'est pas Roland qui s'est parkerisé, c'est Parker qui s'est rolandisé. Ça n'engage que lui. mais bon, mais il y a je ne veux pas dire ça parce qu'il ne faut pas le dire, mais c'est sûr qu'au début... Bob, quand il est arrivé, il n'avait pas la science infuse, moi non plus d'ailleurs, mais moi j'étais bordelais, pas lui. Et donc, je pense qu'au début, il a quand même suivi un petit peu. En fait, il avait des guides, hein, il y en a eu plusieurs. Bon, la famille Moueix, ça a été un guide pour lui. Moi, très certainement, c'est évident. Bon, on a une relation amicale qui dépassait la relation professionnelle. Donc, c'est sûr qu'il avait des gens, et surtout au début. Bon, après, il est devenu un peu autonome, mais des fois un peu trop. Mais au début, il avait besoin de s'appuyer. Il avait besoin d'être conforté un peu sur ce qu'il pensait, parce que c'est un homme intelligent et il savait que la science infuse, ça n'existe pas. Donc, c'est de l'expérience, ça s'apprend. Puis quand vous passez de 82, 83, 84, après, bon, alors, on saute un peu du coq à l'âne. Donc, tout ça, ça s'apprend. Il l'a appris vite, parce qu'il avait la capacité de le faire. Mais je pense, alors, sans s'être rolandisé, j'aime bien l'expression, et ça me fait très plaisir, mais sans s'être rolandisé, je pense que je lui ai certainement servi d'appui dans certains cas. Je n'ai pas été le seul, mais je lui ai servi d'appui dans certains cas. Alors, quand on regarde les notes de Parker, parce qu'on sait que beaucoup de clients viennent vous voir en pensant, en espérant être bien notés par Parker. On se dit, c'est la clé, Michel Rolland, c'est la clé pour être bien noté par Parker. Quand on regarde les statistiques, les notes, on se rend compte que vos clients ne sont pas mieux notés que les autres. Non. Et que les vins préférés de Parker, les mieux notés, c'est Pétrus et Aubryon. Et puis après, c'est dans le Rhône, c'est Guigal et Chapoutier, quand même. Ouais. Donc on est loin de Michel Rolland, tout de même. Oui, bon, on a eu des bonnes notes aussi, hein, mais ça n'était pas systématique. Mais je crois que c'est un lieu commun. Tout le monde sait que Parker était un type intègre et qui ne notait pas parce qu'il était copain, et encore moins peut-être parce que certains même ont écrit que le bon pasteur méritait mieux et que pour rester un petit peu en dedans par rapport à notre amitié, il ne notait pas forcément au niveau où il aurait dû être noté. Bon, d'un autre côté, vous dites les gens venaient pour avoir des notes chez Parker, ils venaient voir Michel Rolland. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui est parti parce qu'il avait une mauvaise note chez Parker quand même. Donc les gens ne venaient pas que pour ça. Bon. Est-ce que c'est grâce à Parker que vous 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 déplacez du Libournais et que vous vous envolez outre-Atlantique? À partir des années 80, vous devenez ce qu'on va appeler Flying Winemaker. 1985. Bon, effectivement, alors on peut dire que c'est grâce à lui, parce qu'en 1985, j'ai la visite d'une œnologue à cette époque-là, très connue aux États-Unis, qui s'appelle Selma Long, et qui est l'œnologue d'une boîte qui s'appelle Simi Winery, et qui vient me voir et qui me dit l'année dernière on a reçu M. Parker et qui nous a dit que nos blancs étaient corrects mais que les rouges il fallait qu'on progresse.
Et puis il nous a cité votre nom, donc on vient vous voir. Bon, puis voilà, puis c'est parti de là, et je suis parti comme consultant à CIMI. Ça a été mon premier consulting aux États-Unis. Je les ai gardés pendant 20 ans, jusqu'à ce que Constellation rachète. Bon, qui me le transforme un tout petit peu en cave coopérative quand même, ce qui me plaisait moins. Et puis aujourd'hui, je suis toujours à Napa Valley et j'ai 21 consulting à Napa. C'est pas mal. C'est bien. C'est un joli portfolio. Et parmi les propriétés que vous avez Oh ben, elles y sont, tous les grands y sont, c'est-à-dire de Screaming Eagle, Arlen Estate, Bryan Family, de la Vallée et le tout team. Donc j'ai fait un petit sans faute sur Napa depuis 20 ans, et c'est pas que j'ai pas fait de faute, hein, mais un sans faute au point de vue portfolio. Et voilà, donc c'est un joli tableau de chasse. Donc j'y suis bien parce que j'aime beaucoup travailler à Napa. Les gens ils sont sérieux, travaillent bien, cherchent, vont vite. Donc j'aime bien cette ambiance et j'y vais toujours. Donc j'y passe 3 fois 3 semaines par an et je suis très content. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous consultez à peu près une centaine de propriétés dans le monde, sur tous les continents quasiment. Mais pour suivre toutes ces propriétés, vous avez un staff qui est assez important et vous avez appris à travailler en fait avec toutes ces propriétés, et vous avez un laboratoire important qui se trouve à Katusseau, à côté de Pomerol. Oui. Comment vous vous êtes développé depuis Pomerol et combien vous avez de salariés, combien vous suivez de propriétés au total, le laboratoire suit de propriétés au total, comment ça se découpe en fait Bon, alors il y a une affaire. Aujourd'hui, elle s'appelle Roland. Elle s'est appelée pendant 30 ans, ou même un peu plus, je pense, Laboratoire Chevrier. Bon, après, on dira que je soigne mon ego, vous voyez. Bon, je n'avais pas changé le nom. Bon, maintenant, ça s'appelle Laboratoire Roland, excusez-moi. Mais donc, on a mis Laboratoire Roland. Et donc, il faut décomposer un peu, parce qu'il y a une partie labo. La partie labo, c'est que de l'analyse. Donc, il y a à peu près 600 viticulteurs qui portent des échantillons à analyser. Il y a une partie conseil. Alors, on va faire un peu de séparation. Donc, j'ai 7 collaborateurs qui travaillent avec moi, qui sont des œnologues de terrain, qui ne s'occupent pas du laboratoire. Et donc, ces 7 collaborateurs ont des dossiers propres et ils ont des dossiers avec moi. C'est pour ça que je peux mettre mon nez, comme je dis, dans un peu plus de 100 propriétés. Donc, ces 7 collaborateurs, alors à tous les 8, on fait à peu près 240 dossiers en consulting, alors là. Et personnellement, le nombre de dossiers que j'ai à titre personnel, je ne saurais même pas, mais déjà à Napa, parce qu'à Napa, j'ai toujours considéré que c'était mon jardin privé, donc c'est vrai que j'y vais tout seul. Mais donc j'en ai déjà 20 là, et puis après j'en ai peut-être une vingtaine d'autres qui traînent, ou 25, donc il va y avoir une petite cinquantaine où je suis tout seul, et autrement j'en fais à peu près 105, et dans les 105 quand même je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je compte Monsieur Magret pour un client. Qui représente 40 propriétés. Alors il doit avoir une quarantaine de vins différents. Oui. Donc c'est quand même considérable. Comment donc là vous êtes allé aux États-Unis, mais comment on passe des États-Unis après aux différents continents? Alors, parce que c'est... Mais vous savez, moi j'ai jamais cherché à faire de prospection. Je ne sais pas, par bêtise peut-être. Mais donc après, alors c'est drôle parce que mon deuxième pays, ça a été l'Amérique du Sud et l'Argentine. Bon, l'Argentine, ça a été la même chose. Un des propriétaires dont je me suis occupé longtemps en Argentine, je m'en occupe encore, mais le pauvre est décédé il y a 3 semaines, Arnaldo Echar. Et donc, un des propriétaires, un jour, me téléphone. Ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, mon espagnol était totalement indigent. Lui, il ne parlait pas français ni anglais. Donc, notre conversation a été quand même assez drôle. Et il me téléphone et il me parle, bien sûr, de vin, de vigne. Et bon,
je dis à Dany, quand j'ai eu raccroché le téléphone, je lui dis, écoute, il a l'air sympa, il parle d'Argentine et de vignes et de vin, donc ça peut nous concerner. Et en tout cas, ça fera un bon voyage. Donc on est parti en Argentine, et puis ça fait maintenant un peu plus 30 ans que ça dure, l'expérience. Donc je suis allé en Argentine et j'ai travaillé pour Arnaldo Etchar et la cave Etchar comme consultant. Et puis de là, c'est pareil. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai conseillé, pas la moitié de l'Argentine, c'est exagéré, mais j'en ai conseillé pas mal. Et jusqu'au moment où j'ai fait ce projet qui s'appelle Clos de los Siete et qui regroupait des propriétaires essentiellement ici à Bordeaux. Et on a fait un petit projet viticole sur lequel on a 650 hectares de vignes. C'est un joli petit projet. Et on fait un petit projet. Donc 5 caves, bon, c'est une grosse affaire, mais c'était un projet un petit peu fou au départ. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il a 15 ans et ça marche très bien. Quand vous vous développez comme ça, donc en Argentine, aux États-Unis, puis après en Asie, parce que vous êtes aussi en Turquie, en Arménie, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, bon, l'Italie, mais ça c'est moins exotique, oui, l'Espagne. Vous avez un polémiste qui vient vous voir et qui va faire de vous sa tête de Turc, on va dire, en disant que Michel Rolland est le pape de la standardisation du goût du vin. Comment, on va dire, Jonathan Nossiter avec Mondovino, comment vous le vivez ça? Enfin, vous l'avez vécu à l'époque. Oui, je l'ai vécu. Bon, en fait, c'est pas moi ce que j'ai vu tout de suite dans le documentaire de Nossiter, c'est que c'était faux. Bon, tout était faux. En fait, tout était faux. Mise en scène, quand même. Bah, mais génial. Le type a fait un truc faux, mais génial. Ce qui m'a quand même sérieusement agacé au départ, c'est que la presse française, et uniquement la presse française, l'encense. Bon, parce que ça leur faisait plaisir que quelqu'un dise du mal de la viticulture française. Je n'étais pas le seul concerné quand même. Bon, alors moi j'étais un peu le roi du pétrole, mais avec ma Mercedes et mon chauffeur, ça c'est sûr. Mais j'étais pas le seul concerné. Et je trouvais indécent que la presse encense ce type. Alors 15 ans après. Ben, on sait tous ce qui s'est passé. Nossiter, bien évidemment, a disparu des écrans. On ne sait même pas où il est. Si on le sait depuis samedi dernier, on sait qu'il est dans un jardin en Italie. Mais bon, il doit cultiver ses tomates, il fait même pas de vin. Bon, ça veut dire que ça veut rien dire. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est pas le fait que le type m'ait un petit peu égratigné. Vous savez, on égratigne que les gens qui intéressent. Hein. Personne ne se fait. Les grands imitateurs imitent les gens qui sont connus. Bon, donc, quand on veut vous égratigner, il faut que vous soyez connu. Sinon, ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Donc, à la limite, ça, c'était pas gênant. Ce qui était gênant, c'est qu'on encense ce bonhomme qui avait fait un truc faux. Bon, et ça m'avait énervé, mais pas très longtemps, hein, quand même. Et quelles conséquences ça a eu après la diffusion de Mondovino? Parce que... Alors, très bizarrement, c'est positif. Bon, et c'est ce qui est quand même très impressionnant dans la communication. Si j'étais plus jeune et que je m'applique à faire de la com, je réfléchirais, c'est quand même un cas d'école, parce que le documentaire était, on va dire, à charge. Bon, complètement. Ça. J'ai des gens qui m'ont téléphoné, et qui m'ont dit: génial, on veut travailler avec vous. Bon, c'est quand même drôle comme réaction. Et j'en ai qui travaillent encore avec moi 15 ans après, et on se marre comme des baleines quand on parle du documentaire. Bon, donc ça existe. Deuxièmement, il y a un autre mot qui dit qu'on en parle en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle, et ça y fait, parce que ça m'a donné une image internationale, nationale même, et internationale, mais surtout internationale, que je n'avais absolument pas. Donc il y a une force de l'image, de la communication, même mauvaise, il y a une force qui est assez extraordinaire. Alors pour moi, aujourd'hui, quand je l'analyse, c'est positif. À tel point que des producteurs américains viennent vous chercher pour vous demander d'être acteur dans
dans un film. Oui, ça c'était drôle. Ouais, Ça, oui. On m'a quand même aussi demandé de jouer un rôle dans un film et bon, j'ai refusé quand même. Bordeaux a vécu ces dernières années une forme de bashing. On reproche à Bordeaux de standardiser son goût, d'avoir des vins qui sont spéculatifs, avoir une image pas très positive. Comment vous observez cette évolution? Ben, oui, je l'ai vu, je l'ai vécu. On le vit moins là. Bon, pourquoi? Mais ça se comprend aussi. Vous savez, Bordeaux était dans les années 90. On va dire que Bordeaux était un petit peu hégémonique, hein, et Bordeaux avait une place extraordinaire dans le monde. Vous allez n'importe où. Vous allez en Russie, en Chine, au Japon. Enfin, je peux vous citer 90 pays. Dans 90 pays, vous trouvez du Bordeaux. Donc, combien de vins autres que Bordeaux vous trouvez dans 90 pays? Mais il n'y en a pas. Bon. Donc, quand vous êtes sur le devant de la scène partout, qui on attaque? Vous. Bon, on ne va pas attaquer, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas attaquer celui qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de concentration. En plus, quand vous monopolisez un marché mondial, on va dire, parce que la distribution, je n'ai pas toujours été d'accord avec la place de Bordeaux, mais la distribution de la place de Bordeaux est la meilleure distribution que vous puissiez trouver en matière de vin au monde. Il n'y a pas un autre pays au monde qui ait une distribution aussi forte, aussi percutante, avec des réseaux aussi intégrés et importants. Donc, qu'est-ce que vous savez, quand vous êtes en concurrence avec quelqu'un, faut bien l'attaquer sur quelque chose. Alors on l'attaque sur quoi? Alors on a peut-être un défaut à Bordeaux, c'est qu'on est peut-être un tout petit peu arrogant. Alors on nous a attaqué sur notre arrogance, on nous a attaqué sur la qualité de nos vins, on nous a attaqué. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et peut-être grâce à la Chine d'ailleurs, parce que la Chine connaît le nom de Bordeaux, et c'est peut-être jusqu'à aujourd'hui son nom favori, je pense qu'aujourd'hui il y a un retour en arrière. Je le vois aux États-Unis, le Bordeaux revient un petit peu en odeur de sainteté, même à Paris où on s'est fait démolir par les sommeliers en particulier qui étaient des champions du monde du Bordeaux bashing. On commence à voir quand même des retours, et parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a de très bons Bordeaux. Il y a toujours eu un très bon Bordeaux, mais il y a de très bons Bordeaux et pas cher. Voilà. Alors que l'image de Bordeaux, c'était Bordeaux, c'est trop cher. Mais c'est trop cher à un certain niveau de Bordeaux qui n'est pas la production essentielle de Bordeaux. Donc aujourd'hui, on a un retour en arrière et je pense que c'est reparti pour quelques années parce que ça va pas s'arrêter. Je pense que Bordeaux est en train de reprendre de la force et de la puissance au niveau de sa communication et de la diffusion. Et de la diffusion, elle a toujours été, mais ça redevient intéressant. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, dans le style de consommation, le mode de consommation du vin, on goûte des vins, donc on a une population urbaine qui ne conserve plus les vins 20 ans avant de les boire, donc on a une consommation plus primeur en fait des vins. Est-ce que les Bordeaux vont devoir évoluer dans le style pour être plus accessibles jeunes? Oui, vous l'avez déjà fait. Ils ont déjà évolué quand même. Ils ont déjà évolué, mais c'est tout à fait vrai. Bon, on a des modes de consommation qui ont quand même beaucoup changé par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Moi, j'ai l'habitude de dire, je crois que je l'avais même écrit dans le bouquin, mon grand-père, à l'époque, quand il recevait quelqu'un, on sortait jamais des vins qui avaient moins de 15 ans. Ça ne se faisait pas. C'était incorrect. Des fois, bon, je le dis aussi en rigolant, il aurait peut-être mieux fait de les prendre plus jeunes, ça aurait été un peu meilleur. Mais bon, mais c'était dans la culture. On sortait des vins vieux. Bon, de cette culture de vin vieux, on est passé par une population beaucoup plus urbaine, avec moins de possibilités pour stocker les vins, pour garder les vins. Les caves, d'abord, ne sont plus ni protégées ni protégeables, donc les gens se font voler leur cave ou quoi que ce soit. Moralité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pas moi, hein. Mais on descend, on va à la boutique Nicolas ou autre, et on achète une bouteille de vin
vin ou 2 bouteilles de vin pour boire avec ses amis qui vont venir le soir. Donc c'est vrai qu'il y a une consommation de vin jeune, de vin beaucoup plus rapide qu'autrefois. Pour ça, on a travaillé. Pourquoi on a travaillé la maturité? Pourquoi on a travaillé les extractions? Pourquoi on a travaillé les températures, le fruit, tout ça par des moyens techniques, mais bien sûr que ce sont des moyens techniques, mais qui sont en rien péjoratifs et qui donnent au vin les qualités que les consommateurs cherchent. Bon, et ça, c'est une évidence, et ça va continuer en plus. Alors, bien évidemment, ça ne détrônera pas les grands crus, les très grands crus, qui continueront, je pense, à faire les vins comme ils les ont fait, et que l'on continuera, j'ose l'espérer, à attendre. Bien que là aussi, on les consomme de plus en plus jeunes. Bon, mais je pense quand même c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu dommage, parce que les grands vins sont meilleurs entre 10 et 15 ans que trop jeunes, mais il y a cette tendance et qui balaye un peu aussi sur des crus qui mériteraient d'attendre. Vous, en 45 ans de carrière, vous avez évolué dans vos styles de vin, dans la manière de faire vos vins. Alors, voilà, on va peut-être pas parler des années 70, mais à partir des années 80, quand vous commencez à maîtriser bien les maturités, les rendements, est-ce que les vins que vous faisiez dans les années 80, vous les referiez pareil maintenant ou pas? Bien sûr que non. On est, je dirais pas qu'on est à des années-lumière, mais on a totalement changé depuis les années 80. Les années 80, d'abord, on savait, on commençait à penser ce qu'il faudrait faire, mais on n'était pas équipé pour. On n'avait pas la connaissance au niveau viticole et on n'avait pas les équipements au niveau des chais. Donc on faisait un peu plus ce que l'on pouvait que ce que l'on aurait voulu. Bon. Aujourd'hui, si l'histoire revenait en arrière, avec la connaissance que l'on a, les moyens que l'on a, les outils que nous avons pour vinifier, c'est sûr qu'on ne vinifierait pas de la même façon. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des mauvais vins pour autant. Hein. On a fait des bons vins, mais on était quand même beaucoup plus inconsistant, je dirais, dans la qualité que nous le sommes aujourd'hui. Alors, si on prend... Moi, j'ai 45 ans 45 vendanges. Je viens de faire, dans les 15 dernières années, plus de bons millésimes que j'en avais fait 30 ans avant, et on peut même dire peut-être que dans le siècle précédent. Bon, alors il y a eu des millésimes remarquables dans le siècle précédent, bien évidemment, mais là, on les cumule. On les cumule pourquoi? Parce que, bon, peut-être un peu le réchauffement climatique n'y est pas tout à fait étranger, mais à côté de ça, ça nous permet d'obtenir des raisins de qualité que nous savons vinifier. Donc on a, en face d'une matière première, on a une réponse technique. On a une réponse technique à la fois viticole et à la fois œnologique. Ouais. Bon, alors on a progressé, mais c'est les Renault du début du XXe siècle et les Renault d'aujourd'hui. Ça a progressé aussi. Et je crois que on est dans le même cadre. Est-ce qu'on va encore voir des petits millésimes? Parce que ce qui fait le charme du vin, c'est la curiosité d'un millésime à l'autre. Mais bien sûr, tous les millésimes sont réguliers. Oui, mais ils sont bons. Ils sont pas mauvais. Je veux pas être sévère par rapport au passé, mais quand vous preniez 72, 73, 74, c'était mauvais. Mais c'était mauvais parce qu'on ne savait pas faire. Aujourd'hui, ça, on fera plus. Ça n'existera plus. Alors on fait 2002, 2004, 2007, 2011, 2013. Vous voyez qu'il y en a encore. Mais on fait quand même, malgré la moins bonne réputation du millésime, parce que ça c'est important aussi, malgré la moins bonne réputation du millésime, on fait des vins tout à fait agréables. Quand vous allez au restaurant, que vous prenez des 2002, que vous prenez des 2004, des 2007, on se régale aujourd'hui. Oui. Il y a 30 ans, on ne se serait pas régalé, parce que ça aurait été anguleux, ça aurait été maigre, ça aurait été creux. Aujourd'hui, on sait trouver un équilibre, même sur une matière première qui n'est pas de première qualité. Aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, on va dire, dans le monde du vin, c'est l'émergence depuis très longtemps, des vins bio, mais des vins nature. Et quel regard vous portez sur les vins nature? L'absence de soufre dans la vinification, parce que là, ça touche directement l'œnologue que vous êtes.
Alors oui, oui, tout à fait. Alors ma réponse, elle est très claire. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas, comment dire, de ne pas penser qu'on peut pas, qu'il faut faire du bio. Il faut en faire. Mais j'en suis le premier persuadé, et je suis le premier à aider les gens dans la démarche. Mais si vous me permettez, il n'y a que des gens adultes dans la salle. Il y a le bio bon et il y a le bio con. Le bio con, ça, c'est pas pour moi. Bon, moi, si je dois dire que c'est bon parce que c'est bio, ça, c'est pas mon truc. Par contre, si quand je bois des vins bio bons, et il y en a, bravo. Et je suis 100% d'accord et je suis 100% prêt à aider les gens dans cette démarche et à le faire. Et je le fais. Donc, bon, il n'y aura pas tout le monde, mais nous goûterons tout à l'heure un vin argentin que je fais en bio et je suis ravi et je me mets le plus possible à la disposition des gens pour faire cette démarche. Parce que c'est une démarche. On ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Vous avez un bon exemple parmi vos clients qui a été remarquable, c'est Pontet-Canet. Absolument, oui. Vous avez Smith Olafite qui travaille dans ce sens aussi. Non, mais il y en a plein aujourd'hui. Ce sont vos clients. Donc, c'était quand même puis ce sont des propriétés, ce sont des propriétés qui comptent. Ce ne sont pas des propriétés anecdotiques. Bon, ce sont des propriétés qui comptent. Donc ça prouve que des gens intelligents réfléchissent à ça. Et je crois que tout le monde doit y réfléchir. C'est pas pour ça qu'il faut sauter à pieds joints dessus, et c'est pas pour ça qu'il faut se mettre à faire des mauvais vins pour pouvoir dire qu'ils sont bio. Ça m'énerve un petit peu. Alors le bio, ça s'étudie, ça s'amène. Bordeaux n'est pas une place exceptionnelle pour le bio, parce qu'il faut savoir qu'on a une influence atlantique qui est quand même sévère par moment. Et donc, rappelez-vous, 2016 qui finit sur un millésime enchanteur et exceptionnel. Mais quand on se promenait dans le vignoble au 15 juin, les sourires étaient quand même un petit peu, et surtout chez les bio, étaient un peu maussades quand même. Bon, alors, donc le bio, c'est quand même quelque chose. Le vin, c'est quand même aussi, c'est pas du blabla, c'est une économie. Bon, aujourd'hui, on n'a pas. J'ai dit ça ce matin, mais j'ai dit, bon, vous savez, moi, je suis un paysan. Quand ça va mal, je courbe les chines. Oui, c'est vrai. Bon, c'est mon grand-père qui me disait ça. Bon, on faisait quelques lapins, quelques poules, et puis on s'en sortait. Bon, aujourd'hui, ça marche plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des frais bonbons qui tombent, durs et purs et durs, et on peut pas s'en sortir. Bon, donc il y a une économie. Donc il faut pas se lancer bêtement, mais je pense que tout le monde doit y réfléchir, et ça, peut-être que sur une réflexion globale, on sera meilleur, mais il y a aussi toute la recherche. On peut adapter les cépages, on peut les rendre plus résistants, il y a des tas de choses, il y a des tas de produits qui ne sont pas des produits de synthèse, qui ne sont pas des produits chimiques, qui peuvent aider à la culture de la vigne. Tout ça, on est en phase de recherche, mais il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il faut prendre le temps qu'il faudra. On ne va pas ruiner une économie viticole sous prétexte qu'on a des idées un peu farfelues sur le bio ou la biodynamie ou quoi que ce soit. Alors, allons-y, gentiment, doucement, mais sérieusement. Et alors, le vin nature, parce que ça, c'est autre chose. C'est un autre aspect. Et Ben oui, mais le vin nature, pour moi, c'est un peu la même démarche. Là aussi, si ça doit être... Il y a le être... nature bon et le nature con, alors. Oui, mais ça va moins bien. C'est pour ça que je le fais pas. Mais mon biobête, il y a longtemps que je le travaille quand même. Mais donc le vin nature, je vais vous dire pareil. Comment peut-on être contre? Il n'y a pas de raison. Mais vous en avez bu des vins nature, les vrais. Bon, alors vous avez 8 fois sur 10, pas 5 fois, même 8 fois sur 10, c'est bourré d'éthanol. Bon, écoutez, quand le vin est bourré d'éthanol, je vais à Tokai ou je vais à... Mais je suis pas dans les vins rouges que j'aime, ou je suis pas... Alors, tant que j'ai pas la solution qui me permet... Parce que moi je suis un conseil. Vous savez, c'est gentil de dire aux gens, vous allez faire ça. Mais si vous leur dites, vous allez faire ça et que ça ne marche pas, c'est pas le meilleur moyen d'assurer sa carrière. Vous me direz, j'ai plus rien à assurer aujourd'hui. Je suis à peu près tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Mais néanmoins, on ne peut pas donner des conseils comme ça. Donc, il faut avoir des méthodes ou une rigueur qui marche.
Et on ne l'a pas. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Ça marche de temps en temps, parce que j'ai fait des vins, je fais des vins sans soufre toujours. Alors de temps en temps, ça marche très bien, et de temps en temps, ça marche pas. Tant que de temps en temps, ça marche pas, mais on n'en fait pas. Mais on travaille. On travaille dessus. Depuis le début de votre carrière, est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes évolutions stylistiques qu'a connues Bordeaux dans le goût des vins? Parce qu'on a eu la barrique, on a eu plein de choses, mais est-ce que vous pourriez... est-ce que vous avez vu, vous, des marqueurs précis qui marquent des époques et qui font l'évolution des styles de Bordeaux? Bon, dans les grands changements, parce qu'après il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de choses qui ne sautent pas aux yeux. Mais on va dire dans ce qui s'est passé de marquant, la malolactique. Bon, la malolactique que l'on a découvert à la fin des années 40, mais que l'on a appliqué, je dirais, qu'à partir des années 70. 70, oui. Et encore appliquée quand on pouvait la faire, parce qu'on ne savait pas la faire. Donc la malolactique, ça a quand même été une découverte extraordinaire de savoir l'achever. On savait qu'il fallait qu'elle se fasse, mais de savoir la faire achever sans dommages collatéraux. Bon, ça a été un point important. La propreté, parce que bon, je veux pas là non plus, je veux pas faire comment dire, de commentaires désagréables sur les vins anciens, mais on avait beaucoup de vins qui n'étaient pas nets quand même. Vous savez, à l'époque où j'étais méchant, je disais que les dégustateurs anglais reconnaissaient les vins de Bordeaux plus à leurs défauts qu'à leur qualité. Bon, et c'était quand même un peu vrai. Alors, bon, on a appris à nettoyer ça. C'est ce qui a fait dire à ce stupide de Nocitaire qu'il y avait une standardisation du goût. Non, on fait des vins propres. On fait plus des vins sales, on fait plus des... Les brettes, c'est fini. Voilà, donc on a chassé le Brettanomyces, on a fait brûler les vieilles barriques, on a mis des barriques neuves. Alors on s'est fait critiquer parce que ça avait trop goût de bois neuf, ce qui était peut-être pas tout à fait faux d'ailleurs au départ, parce que comme toujours, quand on change une technique, et vous savez, il y a toujours cet effet de balancier, on part d'un état qui était quand même assez moyen, parce que les vieilles cuves en bois, les vieilles barriques en bois, ça a quand même des goûts un peu bizarres. Alors je veux bien que ce soit des goûts de terroir, mais moi ça me paraissait pas être des goûts de terroir. Et puis tout d'un coup on passe à du bois neuf, peut-être trop neuf, et donc on a le goût de bois. Bon, mais bon, alors. En général, j'ai jamais vu un consommateur déçu par le goût de bois. Ça n'a déçu que certains journalistes, parce que pour une fois, ils pouvaient trouver un goût, donc ça les décevait un petit peu. Mais pardon, je ne le ferai plus, je vous le promets. Ah si, allez-y. Mais donc on a ça, c'est vraiment les grandes évolutions c'est basique, mais ça a pris tellement de temps. Alors aujourd'hui, regardez, moi quand je suis arrivé, il y avait des cuviers qui avaient 50 ans ou qu'on n'avait pas renouvelé depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, vous avez des propriétés dans les 30 dernières années ou 35 dernières années, on les a renouvelées 2 fois ou 3 fois. Pourquoi ? Parce que la technique évolue. On est passé de l'inox, on revient au béton d'ailleurs, ou au bois. Parce que l'inox, pourquoi ? C'était pour lutter contre justement ces problèmes de contamination. On savait nettoyer l'inox, l'hygiène dans l'inox était facile, l'hygiène dans le béton était moins simple, et l'hygiène dans le bois était compliquée. Donc on prenait de l'inox. Puis aujourd'hui, on revient au bois, on revient au béton, bon, parce qu'on sait nettoyer tout ça très bien. Et bon, on a le maintien des températures, on a tellement de facteurs qui nous ont fait progresser, et déchets, les volumes de cuves. Bon, moi je me rappelle au début, dans ma jeunesse, même dans des petites propriétés, on avait des cuves de 150 hectos, 170 hectos. Aujourd'hui, dans la plupart des bonnes propriétés, il y a des grosses cuves, mais on a tous un arsenal de petites cuves justement pour faire cette sélection parcellaire, pour affiner, pour plus de précision. C'est extraordinaire. Ce qu'on a fait dans les 40 dernières années, c'est extraordinaire. Je ferai peut-être un livre un jour.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a un vin que vous n'avez jamais conseillé, mais que vous auriez rêvé de faire? Ah, il n'y en a pas un, il y en a 150. Il y en a 150. Mais partout, il y en a des vins que j'aime et que je ne conseille pas. Bien sûr, des fois je dis, il m'ennuie celui-là, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, il y en a plein. À Bordeaux, vous ne conseillez pas un premier cru classé du Médoc. Bon, vous êtes de la rive droite. Non, déjà j'ai tout cela. Oui, voilà. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Quand vous êtes du Libournais, donc de la rive droite, est-ce que le fait d'être originaire de la rive droite, d'avoir ce vignoble qui est en fait, dans les années 70, est déclassé par rapport au Médoc, la puissance du Médoc, on regarde Bordeaux à travers le Médoc, est-ce que le fait d'être dans le Libournais vous a autorisé à plus de liberté auprès des propriétaires que si vous étiez dans le Médoc? Oui, ça n'autorise pas plus de liberté, mais c'est vrai qu'il y avait... Bon, d'abord, j'étais du Sérail à Libourne, parce que je suis né à Pomerol, alors né à Pomerol, propriétaire à Pomerol, donc bon, j'avais moins de mal à approcher on dit que nul n'est prophète en son pays, mais je cherchais pas à être prophète de toute façon, et donc j'avais moins de mal à approcher. J'avais des gens qui arrivaient dans le milieu, qui avaient mon âge ou qui étaient un petit peu plus jeunes, mais avec qui j'avais de bonnes relations. Et on pouvait discuter en disant bon, mais on va essayer de faire ça, on va essayer, et des gens qui avaient envie de réfléchir. Bon, les grosses propriétés qui ont toutes réfléchi depuis d'ailleurs, par définition, elles ont un peu moins envie de réfléchir. Je voudrais être désagréable pour personne, mais Pénaud racontait une histoire qui était quand même assez extraordinaire. La première fois qu'il est allé à Cheval Blanc, on lui a dit mais nous, monsieur, on n'a pas besoin de conseils. Bon, et c'était quand même extraordinaire. Mais il y avait une telle confiance dans ce qui était fait, dans ce qui se faisait. Bon, et c'était comme ça. Il est revenu après, hein, parce qu'il a été consultant très longtemps à Cheval Blanc. Mais la première fois, c'est ce qu'on lui a dit. Alors, c'était une autre époque, et c'est vrai que la rive droite était peut-être un petit peu plus approchable, je dirais, parce que, alors en rive droite, il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a les propriétaires. On est en prise directe avec les propriétaires. Qui vivent sur place. Oui. Vous savez que le plus grand problème qu'on a rencontré quand même, c'est pas les propriétaires, qui étaient souvent d'accord pour regarder, pour essayer. C'était les gens qui travaillaient dans les propriétés, les maîtres de chais. Vous savez, le nombre de fois que j'ai entendu, mais il va nous apprendre à faire du vin, celui-là, avec sa blouse blanche, je l'ai entendu souvent. Bon, ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie, mais on l'entendait souvent. Mais quand on avait le contact direct avec les propriétaires, ça se passait plutôt pas mal, et tout le monde avait envie de réfléchir et d'avancer. Donc ça a peut-être permis une meilleure ouverture et une meilleure possibilité de faire évoluer certaines choses et d'essayer certaines choses. Et est-ce que sur la rive gauche, il y a une propriété, un premier que vous auriez aimé vinifier une fois? Mais on aimerait tous vinifier les premiers. Bon, c'est quand même le. Alors, je vais vous dire, c'est peut-être finalement, bon, j'en bois beaucoup, hein, le plus possible, mais finalement, c'est peut-être le moins difficile à faire. Vous savez, moi je trouve très gratifiant à Saint-Émilion, il y en a deux qui sont passés classés A, qui sont Angélus et Pavie, deux de mes clients, et deux pour lesquels j'ai bossé quand même. J'ai travaillé aussi bien avec Hubert de Boire au départ. Maintenant, il est consultant, Hubert, et j'en suis ravi parce que c'est un garçon charmant que j'aime beaucoup, et je suis ravi qu'il soit consultant, et il se cache pas de dire qu'il a appris un peu son métier avec moi. Donc, mais l'Angélus, on a participé quand même un petit peu. Pavie, avec la famille perse, on a participé. Alors je dirais que c'est plus gratifiant de voir monter des crus que l'on a pris à un moment donné. Ils étaient ce qu'ils étaient. Bon déjà d'ailleurs, mais on a essayé de les... Ça c'est gratifiant. Vous savez, on me demandait toujours pourquoi vous allez en Inde. Mais parce que je disais faire du vin à Bordeaux, ça devient un peu ennuyeux quand même. Hein. C'est un peu simple. Bon, quand vous êtes en Inde, vous êtes confronté à des problèmes. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de climat, il n'y a pas les gens pour le faire. Si vous arrivez à faire des vins déjà buvables, c'est quand même une performance. Est-ce que
quel est votre plus grand souvenir de dégustation? Est-ce qu'il y a un vin qui vous a ému particulièrement ou un moment de dégustation? C'est pas seulement un vin, c'est un moment. Vous savez, j'en ai beaucoup bu dans ma vie, mais... Je sais que vous avez bu beaucoup de 47 parce que comme c'est votre année de naissance. Voilà, alors je vais vous parler de ça parce que un de mes grands souvenirs quand même, bon, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre. Bon, il se trouve que je suis pomerolais, je suis d'une famille catholique et à l'époque, ça a un peu changé, mais à l'époque, j'étais catholique et pratiquant et mes parents avaient une très bonne relation avec le curé de Pomerol. Et comme chacun sait, les curés dans une commune comme ça, ce sont toujours ceux qui ont la plus belle cave. La plus belle cave, avec les gendarmes. Bon. Et donc, bon, j'ai eu la chance d'être l'ami du curé de Pomerol. Alors, quand j'avais 12 ou 13 ans, je rangeais la cave. Bon, je buvais pas encore les bouteilles et je portais les caisses. Il avait une espèce de cave qui était en entresol, là, ça faisait 1 mètre de haut. Mais je portais les caisses et je lui rangeais ses caisses. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit, tu sais, j'ai une collection de 47 qui est assez impressionnante. Parce qu'il était arrivé à Pomerol en 55. Donc, à l'époque, on lui donnait les 47. Mais je crois que j'ai tout bu, sa cave, en 47. Mais avec lui, hein, quand même. Donc j'ai bu. Alors, mon premier souvenir, qui est un grand souvenir, je crois que c'est le premier 47 que j'ai bu. Et je crois que ça doit être le jour de mes 18 ans, parce qu'il est venu à mon anniversaire pendant 50 ans. Le jour de mes 18 ans, il avait amené 2 mets de Certan 1947, qui appartenait à la famille, qui appartient toujours d'ailleurs à la famille Badard. Et monsieur Badard, le grand-père de celui qui s'en occupe aujourd'hui, faisait des vins très connus à Pomerol et très célèbres. Et donc, il m'avait porté. Et c'est resté, alors des 47, bon, pour tout vous dire, je les ai tous bu, je crois. Mais par contre, celui-là est resté comme un moment, quand même un souvenir assez émouvant, parce que je me rappelle encore du goût de ce vin et de cette bouteille qui était... donc j'avais 18 ans. Alors à 18 ans, les vins sont parfaits. Vous savez qu'après 20 ans ou 25 ans, il n'y a plus de grands vins, il n'y a que des grandes bouteilles. Mais là, le vin était absolument extraordinaire et je me rappelle de ça. Puis c'était la première fois que je buvais vraiment du vin de mon année. J'avais dû en boire avec mon grand-père, comme ça, mais comme on faisait, des petites gouttes qu'on vous donnait quand vous étiez gamin. Mais là, j'avais bu, vraiment. Et j'ai un bon souvenir de ça. Alors après, j'en ai des milliers de souvenirs. Mais je vous remercie.